Nous ne voulons plus de personnes dépassées dans cette entreprise. Sa voix a claqué dans la salle de réunion, sèche et tranchante. Autour de moi, les regards se sont figés, les visages crispés, certains trahissant une gêne mal cachée. La nouvelle PDG, ma belle-fille, venait de prononcer son verdict devant le conseil d'administration. À 60 ans, moi qui pensais avoir affronté tant d'épreuves, je n'étais pas prête pour cette humiliation publique. Je suis restée droite, les mains posées sur la table, refusant de leur offrir le spectacle de mes tremblements. En quelques phrases, elle m'avait réduite à une relique, une antiquité qu'on empile dans un grenier. Pourtant, ce bureau de la rue du Faubourg Saint-Honoré, je l'avais bâti brique par brique. J'avais survécu à la mort brutale de mon mari. J'avais élevé seul notre fils unique, Mathieu, et construit cette entreprise à force de nuits blanches. Mais ce matin-là, devant tous ces regards, je n'étais plus rien. Elle a poursuivi, sourire figé, glacé. Madame Rousseau, vos services ne sont plus requis. Merci de libérer votre bureau avant la fin de la journée. Le néon bourdonnait au-dessus de ma tête. Dans le silence qui suivit, j'ai cru que les murs de verre allaient se fissurer. Certains employés détournaient les yeux, d'autres essuyaient discrètement une larme. Ils savaient ce que je représentais ici, mais aucun n'osait parler. J'ai pris une profonde inspiration et me suis levée lentement, comme on se détache d'un rêve trop lourd. Eh bien, ai-je dit calmement, je suppose que c'est la fin. J'ai ramassé mon stylo et mon carnet, compagnon fidèle de 30 ans de réunion, et me suis dirigée vers la porte. Je l'ai senti me suivre du regard. Amélie, cette jeune femme blonde et brillante, diplômée de Dauphine, que Mathieu avait épousée il y a 3 ans. Elle devait penser que je supplierais, que je pleurerais, que je m'accrocherais à cette chaise comme à une bouée. Mais je ne lui ai offert ni larmes, ni implorations. Un des jeunes du design m'a appelé, la voix étranglée. Madame Rousseau, ce n'est pas juste. Vous avez bâti cette boîte. Je me suis retournée et j'ai croisé ses yeux. Il y avait plus de reconnaissance dans ce regard que je n'en avais reçu depuis des années. Merci, ai-je simplement répondu. Puis, approchant de la porte, sans me retourner, j'ai ajouté « Bonne chance, Amélie. Vous en aurez besoin. » Dans son regard, j'ai perçu quelque chose d'étrange, une hésitation, peut-être un éclair de peur. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris. Elle croyait avoir remporté la partie, mais elle se trompait. Lorsque je suis entrée dans mon bureau, ce refuge devenu ma deuxième maison pendant tant d'années, j'ai ouvert le placard. J'y ai saisi une boîte en carton, simple mais précieuse. À l'intérieur, j'ai rangé soigneusement mes souvenirs. La photo de Mathieu à son diplôme. La coupure de presse du premier grand contrat que nous avions signé. Le mug à mon prénom. La petite plante grasse que je n'avais jamais réussi à faire mourir malgré tous mes essais. En sortant dans le couloir, les regards se sont tournés vers moi. Certains pleuraient ouvertement, d'autres feignaient de taper sur leur clavier. Tous, cependant, me fixaient du coin de l'œil, conscients qu'ils étaient témoins de quelque chose de plus qu'un simple licenciement. Amélie attendait près de l'ascenseur, bras croisés, sourire satisfait collé sur le visage. « Vous avez tout ?» lâcha-t-elle, faussement polie. « Tout », répondis-je, le regard fixé sur elle. Je lui offris un sourire calme, presque doux. Et je la laissai figer là, devant tous, tandis que l'ascenseur s'ouvrait pour m'emporter. Assise dans ma voiture, garée en bas, j'ai posé la boîte sur le siège passager. La pluie tambourinait sur le pare-brise et je ressentais un calme étrange, presque irréel. Comme si, après tout, ce n'était pas une fin mais le commencement de quelque chose. En démarrant, mes pensées sont revenues à ce dîner où Mathieu m'avait présenté cette jeune femme parfaite. La manière dont elle m'avait serré la main, me dévisageant déjà comme si j'étais un obstacle. J'avais voulu croire qu'elle l'aimait et qu'elle serait bonne pour lui. Mais ce matin-là, je réalisais mon erreur. Elle ne l'aimait pas. Elle aimait le pouvoir, et pour l'obtenir, elle m'avait écarté. Je traversais Paris, les pavés luisants sous la pluie, en me répétant « Tu crois avoir gagné, Amélie, mais tu ignores ce que je sais. Tu ignores ce que je prépare. » Et vous, qui m'écoutez maintenant, dites-moi d'où vous venez. Laissez votre ville, votre histoire dans les commentaires. Je veux savoir jusqu'où cette voix peut voyager. Si, comme moi, vous avez déjà été trahi, écarté, méprisé, racontez-le. Je suis là pour vous lire. Je vous écoute toujours. Je passais la soirée dans mon appartement du 15e étage, assise à ma table de cuisine, la boîte en carton devant moi. Je contemplais ces objets comme on observe des ruines,
traces d'une vie passée, d'une loyauté trahie. Puis je me suis levée. J'ai pris un carnet neuf et un stylo, et j'ai commencé à écrire. Je notais tout. Ses humiliations déguisées, ses manigances. Les comptes qu'elle avait déplacés sans que Mathieu s'en aperçoive. Les signatures qu'elle m'avait forcé à apposer pour couvrir ses propres traces. Tout ce que j'avais déjà vu et qu'elle croyait que je n'avais pas compris. Cette nuit-là, en posant le carnet fermé devant moi, je me suis dit, demain, tout commence. Parce qu'Amélie ignorait une chose, à Paris, dans le silence, une vieille femme peut encore renverser une reine. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous une lumière pâle, presque blanche. La ville semblait fragile, suspendue. Je m'étais levée tôt, sans vraiment dormir. La nuit avait été peuplée de souvenirs, de pensées en désordre, mais mes gestes étaient précis, mes décisions claires. J'avais pris une douche froide pour calmer le feu qui grondait sous ma poitrine. Puis j'avais enfilé une jupe sobre, un chemisier crème parfaitement repassé, et ce manteau noir que je réservais pour les occasions importantes. J'avais attrapé mon sac, vérifié que le carnet y était bien rangé, au fond. Et j'avais claqué la porte derrière moi. Dehors, les pavés luisants de la rue Lecourbe reflétaient des éclats de lumière humide. Paris avait cet air à la fois indifférent et complice que prend toujours la ville au petit matin. Le boulanger d'en face rangeait ses baguettes dans la vitrine, la fleuriste disposait ses tulipes sur le trottoir, et moi je descendais lentement vers la station Sèvres-le-Courbe, les mains enfoncées dans mes poches. Je savais déjà où j'allais. Je n'avais pas réfléchi bien longtemps la veille. J'avais besoin d'aide, mais pas de n'importe qui. Quelqu'un qui connaîtrait le terrain, qui ne poserait pas trop de questions. Quelqu'un qui comprendrait qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de statut, mais d'une question d'honneur. Dans le métro, je m'assis sur une banquette presque vide. Une vieille femme en foulard feuilletait un journal à côté de moi. Un jeune homme aux écouteurs me jetait des regards curieux. Moi, je fixais mon reflet dans la vitre sale. Ce visage ridé, fatigué, mais déterminé. Ce visage avait déjà tant encaissé. Aujourd'hui, il refusait de céder. Rue de l'Arcade, la pluie avait cessé. Le ciel laissait passer quelques rayons timides. Je m'arrêtai devant la plaque. Maître Lefebvre, avocat au barreau de Paris. Vieil ami d'Henri, mon défunt mari. Au téléphone, peu de mots suffisaient. Passez quand vous voulez, Madame Rousseau. Je vous attends. À peine assise, je lui tendis le carnet. Il parcourut les pages en silence. Impassible, mais ses sourcils se froncèrent à mesure qu'il lisait. Je savais ce qu'il trouverait, murmura-t-il. Les signatures falsifiées. Les relevés de comptes qui ne correspondaient pas. Les décisions de gestion prises seules et attribuées à Mathieu. Les traces de ses manipulations, discrètes mais nombreuses. Quand il releva les yeux, enfin, ce regard grave. C'est solide, m'a-t-il dit. Très solide. Vous avez bien fait de tout noter. Je peux monter un dossier en quelques jours. Patience. Mais cette femme n'ira pas bien loin. J'hochai la tête, souffle court, main serrée sur mes genoux. Je ne veux pas d'un scandale, murmurai-je. Je ne veux pas salir Mathieu. Je veux seulement qu'elle sache, qu'elle comprenne que je ne suis pas morte. Silence. Puis un sourire discret, rassurant. Elle comprendra. Je sortis plus droite que je n'étais rentrée. Paris semblait différente sous mes pas. Les trottoirs avaient perdu leur grisaille. Les sons n'étaient plus nets, plus vifs. Je rentrais chez moi sans traîner des pieds. Mon appartement, que j'avais failli vendre à leur profit, m'accueillait. Je m'assis dans le salon, fis du thé, et pour la première fois depuis longtemps, je pris un livre, juste pour le plaisir. Les jours suivants furent occupés par les allers-retours chez Maître Lefebvre. Un expert comptable examina les comptes. Plus on fouillait, plus on trouvait. Elle n'avait pas seulement orchestré mon exclusion. Elle avait commencé à vider des fonds, préparant même à me rendre responsable d'un malaise financier, pour mieux reprendre la société sous son seul nom. J'étais abasourdi par son audace. Et pourtant, je ne pleurais plus. Je ne la craignais plus. Une force nouvelle, née du silence et de la patience, me traversait. Une force froide et irréversible. Chaque jour, les messages de Mathieu arrivaient. « Maman, où es-tu ? On est inquiet. Pourquoi tu ne réponds pas ?» Amélie prétendait vouloir arranger les choses. Je ne répondais pas. Pas encore. Il ne soupçonnait rien. Il croyait que j'étais la capricieuse, la blessée, celle qui faisait des histoires. Je le laissais dans l'ombre. Un jour, il verrait clair. Et ce jour-là, Amélie tomberait de haut.
Je n'avais pas seulement rassemblé des preuves financières. J'avais découvert un autre compte, à son seul nom, à Lyon. De petites sommes y avaient été transférées, prévision d'un départ imminent. Elle comptait partir, me voler mon travail, mon fils, tout ce que j'avais bâti. Je restais muette, mais je notais tout. Chaque détail. Chaque mouvement suspect. Chaque appel passé à des heures impossibles depuis son bureau. Le soir, dans mon lit, la scène revenait encore et encore. Elle me lançant ce regard triomphant, persuadée d'avoir gagné. Moi, impassible. Je laissais savourer sa victoire trop tôt. Non, ce n'était pas terminé. Ce n'était que le début. Chaque matin, en ouvrant les yeux, une pensée me traversait. Bientôt, elle comprendra à qui elle avait affaire. Bientôt, je récupérerai ce qui m'appartient. Et elle saura enfin que même à 65 ans, une mère, une femme, n'est jamais finie tant qu'elle refuse de céder. Ce matin-là, la pluie tombait fine, presque invisible, mais tenace. Je me levai tôt, comme toujours. Pas pour le bureau, cette porte m'était désormais fermée, mais par nature. J'avais passé ma vie à me lever avant tout le monde, à préparer la maison, à assurer que tout soit prêt pour les autres. Cette habitude ne s'efface pas. J'ouvris la fenêtre sur la rue Le Courbe. La ville m'accueillit avec ses bruits familiers, le crissement des pneus sur les pavés mouillés, les rideaux de fer qui s'ouvraient, l'odeur du café chaud remontant des boulangeries. Une partie de moi voulait descendre, se mêler à la foule, acheter une baguette, m'asseoir à la terrasse d'un café, juste pour me prouver que j'existais encore. Mais je ne bougeais pas. Pas tout de suite. Depuis quelques jours, j'étais spectatrice de ma propre vie. Je revoyais les employés que j'avais formés, leurs regards gênés le jour de ma sentence. Je revoyais les lèvres pincées de ceux qui n'avaient pas osé me défendre. Et le plus douloureux, le silence de Mathieu. Il n'était pas là ce jour-là. Déplacement, disait-on. Il avait appris la nouvelle par téléphone et m'avait laissé un message confus. Ne lui en veux pas, maman. Ce message m'avait glacée. Il n'était même pas venu me voir. La douleur d'une mère est silencieuse. On croit pouvoir tout supporter. Mais chaque mot, chaque omission, chaque regard nous ronge un peu plus. Depuis le jour où l'on m'avait mise à la porte, je tenais bon en façade. Mais chaque soir, seule dans ma chambre, la colère et la honte se mêlaient à une fatigue immense. J'avais consacré ma vie entière à ma famille et à cette entreprise. Après la mort de Henri, j'avais travaillé jour et nuit pour maintenir la maison, payer les études de Mathieu, pour que rien ne lui manque. J'avais bâti cette société comme une extension de moi-même, avec l'espoir que mon fils en hériterait un jour, que son avenir serait assuré. Et maintenant, tout cela se retournait contre moi. Chaque humiliation accumulée depuis des années me revenait en mémoire. Je revoyais Amélie me corriger en public lors des réunions. Madame Rousseau, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Son ton mielleux et condescendant me brûlait encore. Je me souvenais de ses sourires polis quand elle me servait mon café, alors même qu'elle sabotait mes décisions derrière mon dos. Je la revois lors des repas de famille, me coupant la parole pour répondre à la place de Mathieu, comme si je n'avais plus voix au chapitre, comme si ma parole n'avait plus de valeur. Et Mathieu, lui qui autrefois me défendait bec et ongles, qui disait toujours « Maman, toi et moi, on se serrera toujours les coudes ». Il ne disait plus rien désormais. Le plus douloureux, le voir détourner les yeux, accepter ses règles, la laisser régner sans jamais me consulter. Un soir, avant de rencontrer Maître Lefebvre, je passais devant leur immeuble boulevard Haussmann. Les fenêtres étaient allumées. À travers le verre, je voyais Mathieu assis dans le salon, entouré d'Amélie et de ses amis, riant, levant son verre. Moi, dehors sous la pluie, je me sentais étrangère. Oui, la douleur d'une mère est sourde. On ne la crie pas. Alors je me taisais. Mais depuis que je travaillais avec Maître Lefebvre, ce silence prenait une autre couleur. Il n'était plus résignation, il était préparation. Chaque humiliation notée dans mon carnet devenait une pièce du puzzle qu'il construisait patiemment. Chaque décision douteuse d'Amélie, chaque mouvement suspect, chaque document signé en douce, tout était rassemblé. La loi était de mon côté. Et plus il avançait, plus la vérité apparaissait. Amélie n'était pas seulement ambitieuse, elle était sans scrupules. Tout était manigancé depuis des mois, peut-être depuis le jour où elle avait mis les pieds dans cette famille. Et Mathieu, aveugle, la suivait comme un enfant suit une mère abusive. Je continuais à vivre avec la même rigueur en apparence. Courses, voisins, journal, mais le carnet, toujours dans ma poche. Le sentir sous mes doigts me rappelait que ce n'était pas fini, que j'étais debout,
que je n'avais pas dit mon dernier mot. Parfois, d'anciens collègues me croisaient. Yeux baissés, gênés. Parfois un murmure, « Madame Rousseau, vous nous manquez. » Je souriais, sans rien promettre. Ils espéraient tous que je revienne. Moi, je patientais. Le silence est une arme, plus il dure, plus il fait peur. Ce soir-là, devant le miroir, je me regardais longuement. Cernes, rides, fatigue, et pourtant une lueur indomptable brillait dans mon reflet. Amélie avait cru m'éteindre, me reléguer dans l'ombre, insignifiante. Elle avait oublié qu'une femme qui a tout donné peut tout reprendre. Le 4e matin, je me levai avant l'aube. Paris était noir, percé de lueurs oranges des réverbères. La rue Lecourbe dormait encore, mais en moi, rien ne dormait plus. Rendez-vous à 8 heures avec Maître Lefebvre. La veille, il avait appelé, « Il y a quelque chose, vous devez venir ». Je savais que ce que nous avions trouvé n'était que la partie émergée. Avec des femmes comme Amélie, il y a toujours plus. Je pris le métro, indifférente à la foule. Parisien pressé, café brûlant, sac sous le bras, écouteurs vissés. Moi, je ne voyais que ce matin, ce qui allait basculer, ce que j'allais découvrir. J'avais choisi un tailleur sombre, sévère, et mes gants de cuir noir. Je devais être à la hauteur. Dans le cabinet de Maître Lefebvre, il m'attendait debout, les rideaux à demi tirés, laissant passer la lumière grise de novembre. Sur son bureau, un dossier épais, cerclé d'un élastique rouge. Il me fit signe de m'asseoir et poussa le dossier vers moi. « Je crois que nous avons de quoi renverser la table, » dit-il d'une voix basse. Je posai mes gants sur mes genoux et me penchai. Il ouvrit le dossier et en sortit une série de documents. « J'ai enquêté discrètement sur elle, » dit-il. Amélie avait déjà été assignée dans une affaire similaire à Lyon, il y a 6 ans. Même schéma, société familiale, mari veuf, épouse brillante en apparence, compte siphonné, dette inexpliquée, divorce, et elle disparaît avec une somme rondelette. Un frisson glacé parcourut ma colonne. Je regardais les copies d'actes, relevés, dépôts de plainte. Tout y était, virement, signature falsifiée, plainte classée faute de preuves solides. Elle répétait son stratagème ici, avec mon fils. Je laissai retomber les papiers sur le bureau et croisai le regard de Maître Lefebvre. « Et Mathieu ?» demandai-je, la voix basse. « Il ne sait rien. Elle est habile. Elle utilise même son nom pour valider certaines transactions douteuses. À terme, elle aurait pu le ruiner sans qu'il comprenne pourquoi. » Je me redressai dans mon fauteuil. Tout ce que j'avais redouté se matérialisait enfin sous mes yeux. Je n'avais jamais imaginé qu'elle fût capable d'une telle cruauté, d'une telle duplicité. Maître Lefebvre poursuivit, « Nous avons aussi localisé 2 comptes à son nom, en Suisse, alimentés discrètement depuis 6 mois. Elle se prépare à partir, comme elle l'a déjà fait. » Je me levai, marchai dans le bureau, incapable de rester immobile. La colère bouillonnait en moi, mais une détermination plus forte que jamais l'accompagnait. « Elle croit, » murmurai-je. « Elle croit que je vais la laisser faire. » Dans la lumière du matin filtrant par la fenêtre, je vis dans le miroir une femme que je reconnaissais à peine, plus droite, plus ferme, plus froide. Maître Lefebvre referma le dossier et dit calmement, « Vous avez maintenant le pouvoir, Madame Rousseau. Nous pouvons déposer plainte, la traduire en justice, ou utiliser ces informations pour négocier un accord discret mais implacable. » Je pris une longue inspiration. Je veux qu'elle perde tout, sans éclat, sans bruit. Je veux qu'elle sache que c'est moi, et je veux que mon fils ouvre enfin les yeux. Son regard respectueux me traversa. Les jours suivants furent consacrés à la mise en place du plan. Procuration, attestation, lettres recommandées, contact avec banque, notaire, expert comptable. Tout se faisait dans le plus grand secret. Elle ne savait rien, pas encore. Une nuit, je retournai discrètement au siège de l'entreprise. Le gardien m'ouvrit la porte sans un mot, « On espère que vous reviendrez, Madame Rousseau. Elle a déjà licencié 5 personnes depuis votre départ. » Je souris et montai à mon ancien bureau. Vide, glacé, impersonnel. Même ma plante avait disparu. Je pris ce que j'étais venu chercher et repartis, le pas ferme, le cœur léger. Semaine après semaine, chaque étape rapprochait Amélie du vide qu'elle avait creusé elle-même. Chaque document signé me donnait un peu plus de force. Chaque rendez-vous me rappelait que la vengeance n'est pas toujours un cri, parfois, elle est un murmure. Je me jurai que lorsqu'elle comprendrait enfin, il serait trop tard pour elle. J'étais prête, plus prête que jamais. J'avais toujours imaginé la vengeance comme une tempête bruyante, immédiate, dévastatrice. Dans ma réalité,
Elle prenait la forme d'une mer calme, qui montait lentement, inexorablement, engloutissant tout sur son passage. Et moi, je me laissais flotter sur cette marée silencieuse, patiente, assurée d'elle. Le matin où tout bascula, Paris s'éveillait sous un ciel d'acier. Dans mon appartement du 15e, je buvais mon café, les yeux fixés sur la ville qui s'agitait loin en contrebas. À peine fermé l'œil, l'excitation et la gravité de ce qui m'attendait me tenaient éveillé depuis des jours. À 9 heures, je pris le métro en direction du boulevard Haussmann, le sac contenant la pochette préparée par Maître Lefebvre sur mes genoux. Tout y était, preuve, courrier, accord prêt à être signé. Je caressais la tranche du carton comme on caresse une arme bien huilée. En sortant à Havre-Commartin, je restai un instant immobile devant la façade vitrée de l'entreprise. Ces lettres dorées brillaient sous la lumière froide du matin. Là, j'avais consacré plus de 30 ans de ma vie. Et on me l'avait arraché. Je me redressai, rentrai le menton et franchis la porte. L'hôtesse d'accueil me reconnut et se figea, les yeux grands ouverts. « Bonjour, Madame Rousseau », murmura-t-elle. Je lui fis un signe de la main, je monte. Chaque étage gravissait en silence, les employés s'écartaient. Certains lançaient un regard furtif, inquiet. Une femme du marketing me sourit timidement, presque complice. Tous sentaient que la page n'était pas totalement tournée. Quand je poussai la porte de la salle de réunion du dernier étage, je la trouvai là. Amélie, parfaite comme toujours, chemisier blanc impeccablement repassé, cheveux tirés en chignon lisse, ongles laqués. Son visage pâlit un instant, puis elle se reprit. « Que faites-vous ici » lança-t-elle, tranchante. « Je crois que vous le savez déjà » répondis-je calmement. Maître Lefebvre entra derrière moi, posa son attaché-caisse sur la table et s'assit sans un mot. Je pris place face à elle. « Nous allons être brefs, dit-il. Comme vous le savez, Madame Rousseau détient désormais les preuves que vous avez simulé des fonds à l'entreprise et orchestré son licenciement pour masquer vos détournements. » Elle écarquilla les yeux. Je la vis chercher ses mots calculés. Ses mains s'aplatirent sur la table, mais je notais la tension dans ses doigts. « Ce sont des accusations très graves, » dit-elle enfin, la voix légèrement tremblante. « Elles sont documentées, » rétorqua Maître Lefebvre en ouvrant la pochette. « Voici. » Il fit glisser une liasse de documents vers elle. Elle feuilleta à toute vitesse, pâlissant à mesure qu'elle lisait. Les relevés des comptes suisses, son ancien dossier à Lyon, elle se figea complètement. Je parlais doucement, toujours aussi sûr de vous ? Son regard trahit pour la première fois autre chose que sa froide assurance, la panique. Elle comprenait. « Que voulez-vous » murmura-t-elle. « Vous allez signer la lettre de démission. Vous allez rendre tout ce que vous avez pris, jusqu'au dernier centime. Et vous allez disparaître. » Le silence fit le reste. Elle comprit parfaitement la suite. Ses yeux cherchèrent Maître Lefebvre. Il ajouta calmement, « Nous avons déjà préparé une plainte pénale. À vous de voir. » Elle se laissa tomber sur sa chaise, les ongles raclant la table. Puis elle attrapa le stylo et signa. Sa main tremblait légèrement. Quand elle eut terminé, elle murmura. « Vous croyez avoir gagné, mais Mathieu ne vous pardonnera pas. Il est de mon côté. » Je me levai et la regardai droit dans les yeux. « Non, dis-je calmement. Il vous aime encore parce qu'il ne sait pas. Mais il saura. Et alors vous ne saurez plus rien. » D'un geste brusque, elle ramassa son sac et quitta la pièce sans un mot de plus. Je restai immobile, regardant la porte se refermer. Une chaleur glaciale me parcourut, ce n'était pas de la joie, ce n'était pas de la vengeance. C'était un soulagement profond. La justice avait été rendue. Quand je redescendis dans la rue, la pluie avait cessé. Le ciel de Paris était doux et pâle. Je pris une grande inspiration, sentant mes épaules s'alléger. J'avais récupéré ce qui m'appartenait. Elle avait cru me réduire au silence. Mais c'était ce silence-là qui l'avait détruite. Et désormais, tout ce qu'elle laisserait derrière elle serait son absence, et sa honte. Moi, je restais debout. Toujours. Le lendemain, la lumière d'hiver semblait plus claire que jamais sur Paris. Depuis ma fenêtre, la ville avait cette douceur trompeuse de janvier, le froid mordant sur les joues, mais le ciel presque lumineux. Amélie avait signé. Ses mains tremblaient encore, son masque de dignité factice craquait. Dans ses yeux, je vis enfin la fin de la femme triomphante qui m'avait humiliée quelques semaines plus tôt. Elle était partie, les épaules basses, son sac serré contre elle comme un gilet de sauvetage. Moi, je restais assise à la table de la salle de réunion, savourant ce silence, le silence d'une victoire propre, nette, sans éclat inutile. Le téléphone sonna tôt ce matin-là. C'était Mathieu. Sa voix tremblait,
chargée d'émotions que je n'avais plus entendues depuis des années. Maman, je ne comprends pas. Amélie m'a dit que tu avais exigé sa démission, que tu voulais la détruire. Je laissai le silence peser un instant. Puis je répondis calmement, oui, Mathieu. J'ai exigé sa démission. Mais viens me voir. Je te montrerai ce que je sais. Ensuite, tu décideras par toi-même. Il y eut un long silence. Puis enfin, très bien, je passe ce soir. Je passai la journée à préparer les documents. Sur la table, je disposai méthodiquement les relevés bancaires, les comptes suisses, le dossier à Lyon, la trace de ses manigances passées. Un dernier geste d'amour maternel, lui offrir la vérité, même si elle faisait mal. Le soir, il arriva. Sa mine sombre et sa mâchoire serrée trahissaient la fatigue d'un homme dont on venait d'arracher les illusions. Je suis là, montre-moi. Je l'invitai à s'asseoir et lui tendis la première liasse de documents. Il lut en silence. Ses yeux parcouraient chaque ligne, et je restai immobile, observant. Son visage se décomposa, d'abord l'incrédulité, puis l'étonnement, enfin la colère contenue. Lorsqu'il releva la tête, les larmes aux yeux, il murmura. « Elle a fait tout ça derrière mon dos. » Je hochai la tête doucement. « Oui, Mathieu. » Et elle aurait continué si rien n'avait été fait. Il se leva, fit quelques pas dans le salon, puis se retourna vers moi. « Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt ? » « Parce que je voulais que tu voies par toi-même. Je ne voulais pas t'arracher tes illusions. Mais maintenant, elles sont parties. Il ne reste plus qu'à avancer. » Il s'assit de nouveau, la tête dans ses mains. Je me sens tellement idiot. Je posai ma main sur la sienne. Non, mon fils. Tu as seulement cru en elle. Comme moi, jadis, j'ai cru en ton père. On croit toujours en ceux qu'on aime, jusqu'au jour où on n'a plus le choix que de voir la vérité. Il se redressa lentement. Dans son regard naissait une nouvelle détermination, la même que celle que j'avais ressentie moi-même. « Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça », murmura-t-il. « Non. Et tu n'as plus besoin que je la combatte pour toi. À partir de maintenant, c'est toi qui reprends le flambeau. » Un long silence nous unissait. Puis il se leva et, pour la première fois depuis des mois, il me serra fort dans ses bras. « Merci, maman, pour tout. Je suis désolée de ne pas t'avoir cru plus tôt. » Je sentis mes yeux s'humidifier, mais je retins mes larmes. « Ce n'est rien, » soufflai-je. « Il n'est jamais trop tard pour revenir. » Lorsqu'il quitta l'appartement, je restai seule dans la pièce silencieuse, le cœur encore battant mais apaisé. Tout était terminé. Je n'avais plus à porter ce combat seul. Il avait ouvert les yeux. Je servis un verre de vin et m'installai devant la fenêtre, contemplant les lumières de Paris sous le ciel nocturne. Je pensais à Amélie. Elle avait cru me détruire. Elle croyait que mon silence était une faiblesse. Mais le silence peut être une arme, une justice, une vérité qui finit toujours par éclater. Ce soir-là, je savais que je n'avais plus rien à prouver. Ma victoire discrète était entière. Le reste appartenait à Mathieu. Moi, enfin, je pouvais respirer. Quelques semaines plus tard, Paris avait revêtu ses habits d'hiver, ciel pâle, branches nues, trottoirs givrés, lumière dorée sur les façades du boulevard Haussmann. J'avais retrouvé une routine douce et paisible. Chaque matin, je descendais chercher ma baguette, parfois quelques tulipes pour égayer mon salon, et je faisais mon marché. Le poids sur ma poitrine s'était envolé. Le lendemain du soir de vérité, Mathieu m'avait rappelé, hésitant, la voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue depuis son mariage. « Maman, tu avais raison. Tu l'avais vu, tu l'avais toujours vu. » Puis plus ferme, « J'ai déjà pris un avocat. Elle ne posera plus jamais un pied ni chez moi, ni à l'entreprise. Je te le promets. » Je lui avais simplement murmuré, « Ce n'est pas moi que tu dois protéger, Mathieu. Protège-toi. Protège ce que tu as construit. C'est tout ce que je veux. » Depuis, il venait tous les dimanches. Nous partagions des repas simples mais joyeux. Il ne parlait presque jamais d'elle, sauf une fois à mi-voix. Je ne dors plus beaucoup, pas à cause d'elle, mais à cause de ce que ça dit de moi. Comment ai-je pu laisser faire ? Je lui pris la main et répondis, « Ce n'est pas une honte d'aimer. La honte, c'est d'oublier qui l'on est pour plaire à quelqu'un qui ne nous mérite pas. » Il hocha la tête, le regard plus clair. La procédure suivit son cours. Amélie nia, tenta de menacer, puis capitula. Elle rendit tout ce qu'elle avait détourné et signa des documents pour disparaître définitivement de nos vies. Elle partit aussi discrètement qu'elle était entrée, sans éclat, sans adieu. Et moi, je n'avais plus besoin de dire un mot. Mon silence, forgé par des années de dédain et d'humiliation, avait suffi. Je n'avais pas crié,
Je n'avais pas pleuré. J'étais restée debout. Et c'était cela, ma véritable justice. J'avais repris ma place à l'entreprise à la demande de Mathieu. Oh, je n'avais plus l'âge de gérer les opérations au quotidien, mais je venais 2 fois par semaine pour apporter mon regard sur les dossiers, écouter les jeunes équipes et rappeler à chacun les valeurs qui avaient bâti cette maison. On me saluait avec respect, parfois avec émotion. Et chaque fois que je franchissais cette porte, je sentais mon cœur se gonfler d'une fierté tranquille. Dans la résidence où je vivais toujours, mes voisines me demandaient parfois « Mais comment avez-vous fait, Madame Rousseau? Comment avez-vous tenu ?» Et je souriais simplement, me taisant, laissant parler mon silence, jusqu'au jour où ce silence était devenu une arme. Ce soir-là, je m'assis devant ma fenêtre avec une tasse de thé fumant, les toits de Paris scintillant sous la lune, et le vent sifflant doucement dans les branches nues des platanes. Je pensais à tout ce que j'avais traversé, à Henri parti trop tôt, à Mathieu, cet enfant devenu homme sous mes yeux, à Amélie, enfin effacée de nos vies. Je fermais les yeux et laissais mon esprit se remplir d'images douces, la maison de mon enfance, le rire de Mathieu enfant, la première fois que j'avais ouvert la porte de ce bureau qui m'avait tant coûté. Puis, ouvrant les yeux, je pris une grande inspiration et murmurai dans le silence. À toutes celles et ceux qui ont trop longtemps courbé l'échine, je veux dire ceci. Ne croyez jamais que votre silence est une faiblesse. Il peut devenir votre plus grande force. Car un jour, il se transforme en justice, en voie de votre dignité retrouvée. Je me levai, posai ma tasse dans l'évier et éteignis la lumière. Dans le noir tranquille de ma chambre, un léger sourire flottait encore sur mes lèvres. J'avais compris enfin que rien ni personne ne pourrait jamais m'effacer, parce qu'à 60 ans, j'avais su reprendre ma place, et que ce silence m'appartenait désormais.